outiller, informer les entreprises québécoises qui ont des visées à l'international. Donc, le mois qu'on a mis en place s'inscrit dans un contexte où les mesures protectionnistes se multiplient aux États-Unis, notre partenaire commercial principal, qui reçoit 70% de nos exportations. Et c'est dans ce contexte qu'il nous paraissait important de vous présenter d'autres marchés porteurs pour vos entreprises. C'est pourquoi nous nous intéresserons aujourd'hui plus particulièrement à l'Asie du Sud, où on mettra un focus particulier donc sur l'Inde, probable future première économie puis bassin de croissance important pour l'économie mondiale. Avec près d'1,4 milliard d'habitants, l'Inde est pourtant seulement la 14e destination de nos exportations. J'avais fait le comparatif la dernière fois avec l'Allemagne, mais pour vous donner un ordre d'idée, l'Inde se place entre l'Italie et l'Espagne pour l'international et légèrement au-dessus de l'île du Prince-Édouard pour ce qui concerne le commerce interprovincial. On a une balance commerciale largement déficitaire avec l'Inde. On importe à peu près 2 fois plus qu'on exporte. Ça nous laisse une marge importante de progression. C'est pour cette raison-là qu'on vous a préparé un programme pour la prochaine heure et quart, où vous allez en découvrir davantage donc, sur les marchés de l'Asie du Sud et plus particulièrement l'Inde. Donc, on aura la chance de recevoir Francis Paradis, directeur du bureau du Québec à Mumbai. On recevra également Suzanne Famy, gestionnaire régional Afrique, Moyen-Orient, Asie occidentale et Inde au développement des affaires chez EDC. On aura également le privilège d'avoir Christian Desroches, qui est chef au secrétariat pour la stratégie Indo-Pacifique chez Affaires mondiales Canada. Il nous parlera d'une stratégie qui a été dévoilée à l'automne passé et qui apporte des opportunités extrêmement intéressantes pour les entreprises du Québec et du Canada. Enfin, on terminera avec notre témoignage d'entreprise grâce à la participation de Fabiola Lacroix pour Optel. On avait eu la chance d'écouter Louis Roy lors de notre dernier épisode sur l'Allemagne pour leur implantation en Allemagne. Cette fois, elle nous parlera de la création du bureau d'Optel en Inde, donc une expérience très intéressante là, qui va vous permettre de voir un peu les éléments importants à considérer en tant qu'entreprise lorsque vous considérez le marché indien. Et on terminera avec une présentation, un tour de table des organismes de soutien à l'exportation au Québec. On a la chance d'avoir un écosystème très riche, très complémentaire. Donc, chaque organisme vous présentera un peu ce qu'ils peuvent vous apporter, comment ils peuvent vous accompagner pour pénétrer les marchés d'Asie du Sud et de l'Inde. Évidemment, après chacune des présentations, on ouvrira une courte période de questions. Je vous invite à ce titre-là à lever la main pour que je puisse vous donner la parole ou simplement écrire vos questions directement dans le chat. Je les poserai donc pour vous. Avant de débuter, je tenais à saluer l'implication de notre réseau de chambres de commerce qui a participé activement à la promotion de cette activité. Donc, je nommerai plus particulièrement les chambres de Saint-Hyacinthe, Baie-des-Chaleurs, Les Moulins, Drummond, Thetford Mines, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rivière-du-Loup, Kamouraska-Lillet et Montmagny. Également, un immense merci au réseau des ORPEX, nos organismes régionaux de promotion des exportations qui sont bien souvent la porte d'entrée, puis un allié important pour les entreprises dans toutes les régions du Québec. On recevra Clara Dubernard dans la dernière portion de l'activité. Et puis, pour terminer, non des moindres, j'aimerais saluer et remercier les partenaires du programme COREX, sans qui la réalisation de ces activités ne serait pas possible. Donc, BMO, évidemment, présentateur de la série des 360 COREX, Exportation et Développement Canada, qui nous soutient depuis de longues années, et le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui nous a beaucoup aidé pour la préparation de ces activités. Et sans plus tarder, j'inviterai, je vais juste valider si nous avons la chance d'avoir la présence de Francis Paradis, qui était en train de passer les douanes. Sinon, j'inviterai Suzanne Fany à prendre la parole. Merci beaucoup, Fleur. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Suzanne Famy, je suis gestionnaire régionale pour l'Inde, plus particulièrement aujourd'hui, mais aussi l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie occidentale pour Exportation et Développement Canada. Ravie d'être parmi vous et d'avoir la chance de présenter un peu à haut niveau EDC et aussi comment on peut vous aider à faire des affaires dans la région. Donc, c'est Exportation Développement Canada. On est une société d'État au niveau fédéral. Nous aidons les entreprises canadiennes de toutes les tailles, de tous les secteurs, essentiellement à réussir à l'étranger. On a un mandat à 2 volets. Si on peut passer à la prochaine, au prochain écran.
C'est dans un premier lieu, soutenir les exportations, mais aussi de développer le commerce. Et c'est un peu ça que nos équipes à l'international visent de faire. On soutient les exportations à travers une gamme de solutions, que ce soit l'accès au capital, des solutions d'assurance pour réduire les risques, des connaissances, partager des connaissances ou établir des relations internationales. Nous sommes présents, on va être présents partout proche de nos clients, donc d'un océan à l'autre, plus particulièrement au Québec. On a des bureaux dans la ville de Québec, au centre-ville de Montréal, à Laval, à Brossard, ainsi qu'à Sherbrooke et Drummondville. Donc, on espère être rejoignable partout. Et puis, on a aussi des présences présentement, on a 21 représentations spécifiquement à l'étranger, ce qui inclut une succursale internationale, soit celle de Singapour. On a des plans pour accroître notre présence au courant des prochaines années, notamment cette année en 2023, on va ouvrir à Jakarta, en Indonésie, à Séoul, en Corée du Sud. On planifie aussi une nouvelle représentation aux États-Unis. L'emplacement est encore à déterminer. Mais on s'attend à avoir plus de croissance dans les années futures. L'idée, évidemment, est d'être proche dans les marchés où les affaires se font. De façon vraiment simplifiée, les équipes sur le terrain qui sont au Canada visent à soutenir les compagnies dans leurs exportations existantes ou dans leur capacité à exporter, alors que les équipes sur le terrain à l'international visent à être proches des acteurs principaux étrangers pour aider à développer ou à créer le commerce et les opportunités d'exportation. Donc, ça peut être via du jumelage d'affaires, aider à mettre en contact les compagnies avec les intervenants locaux, etc. Je pense que je vais être suivie par M. Desroches, donc je ne veux pas trop voler le punch au niveau de la stratégie d'Indo-Pacifique. Mais évidemment, en novembre dernier, le gouvernement a lancé sa stratégie pour la région. Ça reste une partie clé de la stratégie de DC aussi. Et c'est honnêtement un gros focus sur lequel on met beaucoup d'efforts cette année ainsi que dans les années à suivre. Qu'est-ce qu'on cherche à accomplir à un niveau et comment est-ce que les entreprises canadiennes peuvent en bénéficier? Essentiellement, on prend une approche un peu de l'équipe Canada. On veut avoir une plus grosse présence dans la région, avoir une plus grande portée, avoir plus de connexions dans les marchés. On veut vraiment essayer de bâtir un écosystème canadien pour être capable d'introduire les compagnies canadiennes aux intervenants, aux partenaires, que ce soit commerciaux ou autres. On entend souvent que l'Asie est difficile comme marché, c'est plus difficile d'y faire affaire, c'est plus difficile d'y pénétrer. Donc, on essaie essentiellement de faciliter tout ça en partageant les connaissances sur comment aller en Asie, partager les opportunités spécifiques qui peuvent y exister, mais aussi pour les compagnies qui y sont présentes. On essaie d'élargir notre appétit de risque et vraiment d'élargir l'ouverture d'esprit pour offrir des solutions qui sont vraiment ciblées aux besoins des entreprises qui y sont présentes. En termes de chiffres, voici un peu à quoi ça a l'air quand on focus sur l'Inde en particulier, qui est notre plus gros marché, évidemment, en Asie du Sud. Donc, au courant de la dernière année, en 2022, on a facilité 2,29 milliards en termes de volume de commerce facilité. C'était environ bien divisé en moitié-moitié entre nos solutions de financement ou nos solutions d'assurance. Ça a touché 482 clients. Puis on voit un peu comment ça se partage par rapport aux différents secteurs auxquels on touche. DC en Inde spécifiquement, on a 2 représentations, une à Mumbai, une à Delhi. C'est une équipe de 6 située entre les 2 bureaux. On est là depuis 2004, donc beaucoup de connaissances du marché y sont présents. Puis, comme j'ai mentionné, on cherche vraiment à bâtir l'écosystème. On travaille avec le gouvernement, la BDC, la CCC, les provinces, investir au Canada pour vraiment bâtir l'écosystème canadien, puis aider à chapeauter les compagnies qui y sont présentes. On a aussi des relations avec beaucoup des intervenants principaux en Inde, comme le groupe Tata, le groupe Aditya Birla. Essentiellement, on cherche à tisser des liens avec les grosses compagnies qui sont présentes pour être capable par la suite d'introduire des compagnies canadiennes ou
ou bien être directement à ces compagnies-là, ou être capable, ou aider les compagnies à naviguer le marché à partir de là. Comment est-ce qu'on aide spécifiquement, ou comment est-ce que nos équipes qui sont là-bas aident spécifiquement? Comme j'ai un peu mentionné, on peut faire des introductions. On peut aider via des besoins financiers. S'il y a une expansion, par exemple, dans le marché, on peut regarder à supporter ça. On crée des liens avec les entreprises étrangères pour être capable de défricher un peu les arbres dans le marché, puis d'aider les compagnies. On rentre souvent en contact avec les compagnies, avec nos clients qui sont là-bas. Des fois, ils ont certains défis spécifiques, une situation particulière. Donc, avec nos connaissances du marché, on peut les aider à naviguer tout ça ou à trouver des solutions. Souvent, ce qu'on entend par rapport à l'Inde, un peu malheureusement, c'est que c'est pas un marché évident pour y faire affaire. C'est difficile, c'est bureaucratique. Quelques conseils à retenir qu'on aime rappeler, c'est les 3 P, patience, présence et prix. La patience, ça prend du temps pour établir une relation et obtenir un premier contrat. Généralement, on voit que 2 à 3 ans entre les premières discussions initiales et la signature de contrat, ça peut être normal. Donc, ça a besoin de patience, ça a besoin aussi un peu de persistance dans le marché. Présence, c'est sûr que d'avoir une présence locale, que ce soit via une succursale ou au moins un représentant, ça peut aider. Mais si ce n'est pas le cas, c'est correct. Mais au moins des visites ou des appels réguliers. Restez dans l'esprit, dans le fond, de vos clients potentiels. Et puis le prix, il y a beaucoup d'yeux sur l'Inde en ce moment, partout autour de la planète. On n'est pas les seuls au Canada à regarder vers l'Inde. C'est un marché très compétitif. Le Canada a une belle réputation pour avoir une bonne qualité de produit. Cependant, il faut démontrer pourquoi on charge le prix qui est demandé, pour démontrer un peu la valeur de qu'est-ce qu'on vend. Puis, les discussions et les négociations, généralement, sont quand même très directes dans ce marché par rapport au prix. Donc, voici quelques ressources additionnelles qu'on met à votre disposition EDC pour le marché de l'Inde, mais aussi pour d'autres. On vient de lancer une toute nouvelle page d'intelligence sur les marchés de l'Indo-Pacifique. Encore une fois, l'idée est que c'est des marchés qui sont peut-être un peu moins connus des entreprises canadiennes. On veut vous aider à naviguer tout ça. Donc, une nouvelle page en ligne sur notre site. On a aussi un programme de jumelage d'affaires de DC, c'est-à-dire un programme où on a des relations avec des grosses compagnies à l'international, des leaders dans leur secteur. On travaille avec eux pour identifier des besoins d'approvisionnement pour, après ça, être capable d'introduire les compagnies canadiennes qui pourraient être un bon fit. Donc, on a un programme de jumelage encore disponible. La porte d'entrée, en fait, est encore une fois via notre site web. On a un centre d'aide export, encore une fois en ligne, donc un peu comme un service conseil. Il y a plein d'informations qui est déjà disponible en ligne. Vous pouvez y aller, taper une question. S'il n'y a pas déjà des réponses par rapport à ça, vous pouvez soumettre la question et quelqu'un à l'interne va vous revenir là-dessus. C'est un service complètement gratuit. Donc, une belle façon d'obtenir déjà des informations pour commencer à explorer un nouveau marché. Tout ça est disponible à travers le portail Mon EDC. Encore une fois, c'est un portail avec du contenu complètement gratuit. On vous demande juste de vous enregistrer et quelques informations de base. Puis l'équipe en Inde spécifiquement, en fait, ça c'est un portail de l'équipe des services des délégués commerciaux du gouvernement. Mais vient de mettre ensemble une page comme un portail pour les entreprises canadiennes qui veulent faire affaire en Inde. Ça contient plein de bonnes informations, mais aussi des références à plein de différents services, que ce soit au niveau comptabilité, au niveau juridique ou autre. Donc, une belle page qui ramasse ensemble toute l'information que vous auriez besoin pour percer et pour ouvrir un nouveau marché. Donc, ça fait un petit survol à haut niveau de DC en Inde. J'espère que ça donne un bel aperçu. Essentiellement, on est là pour vous aider. On comprend que c'est des marchés qui ne sont pas toujours évidents à naviguer. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez n'importe quelle question ou si vous considérez le marché.
Merci beaucoup, Suzanne. C'était vraiment intéressant. Puis sachez qu'on vous partagera les présentations après l'événement dans le courriel de remerciement. Donc, il y aura et puis, évidemment quelques ressources utiles si vous voulez aller découvrir les marchés indiens, notamment. On a la chance maintenant d'avoir Francis Paradis, donc directeur du bureau du Québec à Mumbai. Francis nous fait le privilège d'être là à une heure assez tardive en Inde. Donc, Francis, merci beaucoup pour votre présence et je vous laisse maintenant la parole. Merci beaucoup pour cette brève introduction. Vous m'entendez bien, je crois. Oui, extrêmement. Alors, merci beaucoup. Je suis en transit à l'aéroport, donc je suis en train de partir vers Montréal, donc c'est intéressant. Alors, ce que je vais faire la continuité de notre collègue de EDC pour aller plus en profondeur sur les opportunités indiennes. Nous avons eu le dépôt du budget fédéral a été fait il y a quelques semaines. Et suite à ce budget, je vais vous indiquer les grands axes du développement dans les prochaines années où nous pourrions, en tant qu'entreprise québécoise, se positionner et aller chercher des contrats. Donc, je vais demander la prochaine diapo, s'il vous plaît. Ce qui est intéressant de savoir, simplement vite, ceux qui ne le savent moins, l'anglais demeure la langue des affaires là-bas, la langue de communication aussi. Donc, la majorité des Indiens parlent anglais et hindi et plusieurs autres langues, mais vous pourriez vous débrouiller en anglais simplement, facilement, il n'y a aucun problème. On continue l'autre page, s'il vous plaît. Cette page, je vous résume, comme vous allez la voir, simplement vous dire que c'est un système politique présidentiel avec un système premier ministériel qui ressemble au nôtre, à l'exception du président, de la présidente pour cette fois-ci. Alors, c'est un système premier ministériel avec élection, donc la plus grande démocratie au monde, avec plus d'1,4 milliard de personnes en élection, votant plutôt. Alors, nous avons les élections qui vont avoir lieu en 2024 pour le gouvernement actuel en place. Il est très puissant. Et puis, les pronostics sont très bons là, pour les prochaines élections. Donc, on vivra peut-être une stabilité politique dans les prochaines années avec l'entrée, la continuité du gouvernement actuel. Prochaine diapositive. Alors, je vous ai mis des points importants qui ont ressorti au niveau du budget, du dernier budget indien. Donc, l'Inde est la troisième grande économie en Asie après la Chine et le Japon et la troisième mondialement dans les prochaines années, d'ici 2030 environ, selon les pronostics, si l'économie mondiale se maintient et si le PIB et la croissance du pays demeurent dans les grands chiffres qui sont présentement. La continuation des activités économiques après la pandémie a contribué au rebondissement rapide de l'économie. Donc, la pandémie a eu, bien sûr, des grands impacts sociaux, mais au niveau économique aussi positivement. Par exemple, la monétisation électronique des transactions. Vous pouvez maintenant, par exemple, la monnaie et le papier sont beaucoup moins présents qu'avant. C'est beaucoup tout ce qui est paiement électronique avec Paytm ou Google Pay pour vous donner des noms de compagnies. Mais ça vous donne une impression qu'il y a énormément d'argent en circulation, mais au niveau électronique. Donc, ça peut nous amener aussi tout ce qui est FinTech. On va dire un mot tout à l'heure des opportunités de faire du commerce en Inde, mais notamment avec l'économie électronique. 50% de la population a moins de 25 ans et je le relie avec la pyramide des âges classiques en dessous. Donc, pourquoi je vous explique ça? C'est que vous avez une pyramide parfaite en Inde, c'est-à-dire une très grande base d'individus. Donc, on parle de 25 ans pour 50% de la population. Donc, on parle d'environ 750 millions d'individus qui ont moins de 25 ans. Donc, imaginons ensemble la croissance de cette population qui va arriver dans l'âge adulte plus avancé dans quelques années. Donc, une force de travail, une force de main-d'œuvre exceptionnelle. Il n'y a aucun problème de main-d'œuvre ici, vous vous en doutez. Il y a des emplois pour tout, donc il n'y a pas de difficulté de trouver dans les employés. Les grandes problématiques actuelles de l'Inde, ce sont les problématiques énergétiques, manque d'énergie. Donc, l'Inde est à la recherche de nouvelles énergies. Je vais en glisser un mot dans quelques instants. Ça peut nous ouvrir des opportunités en tant que compagnie, que ce soit de la grande compagnie ou la petite ou la moyenne entreprise. Donc, on va parler de grands chiffres ou de grandes compagnies ou de grands travaux d'infrastructure dans les prochaines minutes. Mais il ne faut pas en parler aussi des plus petits travaux ou des plus petits contrats qui pourraient quand même être très intéressants pour nos entreprises. Problématique de pollution, vous vous en doutez.
La décarbonisation ainsi que la dépollution de l'Inde est une grande préoccupation du gouvernement actuel. Ils ont annoncé qu'en 2030, il n'y aura plus aucun véhicule à essence ou à pétrole ou à diesel. Donc, c'est des grands changements. On voit des véhicules électriques qui commencent à venir partout au niveau des municipalités, des autobus électriques, des véhicules électriques, des 2 roues électriques. Les 2 roues, c'est des motos, par exemple. Donc, c'est très populaire. Ça s'en vient, mais il faut lier ça avec il faut lier ça beaucoup avec les dépendances énergétiques. Donc, il y a des problèmes énergétiques. Donc, l'Inde ne peut pas virer tout d'un coup vers l'électricité dans les véhicules parce qu'il y a un problème d'approvisionnement électrique dans plusieurs endroits en Inde. Les taxes élevées pour les produits en importation. Le Canada est en train de négocier avec l'Inde aussi une entente internationale qui va avoir des impacts sur les taxes et les facilités d'entrée et la facilité au niveau des documents, au niveau de l'accessibilité au marché, comment s'établir ici, comment travailler en Inde. Donc, c'est toutes des choses neuves qui s'en viennent avec la nouvelle entente qui s'en vient. Ensuite, la bureaucratie, vous en avez entendu parler peut-être un peu, qui peut être lourde. Donc, l'objectif de l'Inde, c'est justement d'alléger tranquillement sa bureaucratie pour s'aligner sur les bureaucraties mondiales, pour être capable d'être efficace et rapide dans tout ce qui est commerce avec les autres nations. Autre diapositive, merci. Donc, je vous dresse une liste des opportunités en Inde au courant des prochaines années qui ont été mentionnées dans le budget. Les stations de traitement d'eau usée, très en recherche. Ici, les systèmes d'approvisionnement d'eau, les réseaux de collecte de l'eau usée, bien entendu, l'évacuation des eaux pluviales, les routes et les infrastructures associées à tout cela. L'éclairage urbain, vous seriez surpris, l'éclairage commence à être intéressant, des lumières au LED un peu partout, des lumières de circulation qui viennent d'Europe. Pourquoi on ne peut pas en fournir au Canada, au Québec? Donc, c'est des bonnes questions. Il y a sûrement des compagnies qui sont intéressées. Système informatique lié à la gestion municipale et d'autres types de gestion, bien sûr. Développement des smart cities. Donc, l'Inde vise à avoir 100 smart cities dans les prochaines années avec un système de caméras connectées, avec un système de surveillance, avec des lumières intelligentes. Tout ce qui est smart cities, c'est un grand potentiel en Inde. Le transport urbain de toutes sortes, que ce soit le grand transport urbain en autobus électrique, que ce soit en transport de métro, que ce soit en train, en métro de surface, métro souterrain. Donc, c'est des grands besoins en Inde. Les infrastructures commerciales et sociales, les Indiens aiment beaucoup aller magasiner. C'est une nouvelle tendance d'une classe médiane, une classe moyenne émergente avec un pouvoir d'achat qui est en train de croître tranquillement. Donc, on parle d'une population qui va approvisionner les 400 millions de citoyens qui vont avoir un pouvoir d'achat grandissant pour acheter des biens de consommation, pour se procurer des biens de diverses formes de biens. Donc, il y a un potentiel important ici. Infrastructure sociale, on parle c'est sûr, réseau des hôpitaux, réseau des constructions. Toutes les firmes d'ingénierie sont intéressées, bien sûr, à produire ici. La surveillance comme telle, je vous parlais des smart cities, les caméras de surveillance, les systèmes électroniques, toute la surveillance citoyenne, la surveillance, tout ce qui est besoin au niveau de sécurité, la e-mobilité, bien entendu, tout ce qui est aussi lié avec le téléphone cellulaire. Il y a 3 millions de téléphones cellulaires qui se branchent par mois en Inde. Donc, des nouveaux téléphones qui se branchent. Il n'y a pas de ligne filaire, ça n'existe presque plus, sinon que des lignes cellulaires, c'est plus facile à brancher. Donc, tout ça, c'est des ouvertures potentielles pour nos compagnies. Des capteurs de toutes sortes, que ce soit des capteurs en pollution, des capteurs en environnement, des capteurs de lumière, des capteurs d'énergie, des capteurs de voitures sur les autoroutes. Il y a toutes sortes de besoins pour tout ce qui est capteur, tout ce qui est optique, tout ce qui est capable de voir et de calculer. Donc, toute les capacités visuelles de l'informatique, très intéressant. Gestion des déchets, bien sûr, que ce soit récupération des gaz qui émanent des grands dépotoirs, la gestion des déchets, tout ce qui est brûler les déchets aussi, tout ce qui est destruction, emmagasinage. Donc, l'Inde est en recherche aussi de solutions pour l'avenir. Les énergies renouvelables, bien entendu, très présents en Inde, très à la mode. On voit de plus en plus de poubelles pour recycler. Les gens commencent à séparer leurs déchets. Donc, il y a une tendance vers l'environnement qui est de plus en plus présente, qui n'est pas encore à notre niveau, au niveau nord-américain, mais qui s'en vient d'une manière assez rapide. Donc, autre diapo.
Les véhicules électriques, comme je vous ai glissé un mot, incluant les deux roues, que ce soit la construction ou la conception d'un grand véhicule au complet, ou que ce soit des pièces partielles, que ce soit la conception des batteries, que ce soit l'assemblage, le caoutchouc, beaucoup de demandes en caoutchouc pour des pièces spécialisées pour les véhicules. Donc, il faut ouvrir les idées, il y a beaucoup de potentiel ici. Tout ce qui est textile, l'Inde est un spécialiste mondial de textile, bien sûr, vous le savez, mais a besoin aussi, toute recherche et développement, cherche des alliances avec des universités, des alliances avec des compagnies québécoises, canadiennes pour tout ce qui est textile. Les clean tech, dans ma première diapo, je vous parlais de tout ce qui est besoin en eau potable et en traitement des eaux, mais ça peut être aussi tout ce qui est environnement au niveau large, dépollution des rivières, dépollution des lacs, revitalisation des lacs, des rivières, tout ça, c'est en recherche. Le MedTech, bien sûr, l'Inde est la pharmacie du monde. 80% de nos médicaments génériques viennent de l'Inde, mais ils recherchent aussi beaucoup, l'Inde recherche beaucoup de nouvelles technologies, recherche aussi des alliances pour la fabrication de médicaments. Donc, il y a des choses potentielles intéressantes. Tout ce qui est IT, bien sûr, l'Inde a un grand potentiel. L'Inde a beaucoup d'ingénieurs informatiques, beaucoup de gens intéressés à développer tout ce qui est IT. En lien aussi avec, l'autre point, c'est la pré- et la post-production au niveau cinématographique. Donc, des grands besoins de cinéma, les plus grands cinémas du monde, les plus grands studios, vous le savez, avec Bollywood, Hollywood. Et donc, c'est des grands studios de cinéma qui ont besoin de post-production, de pré-production et même de studios de cinéma. Donc, on travaille à amener des productions à Montréal, filmées au MELS, par exemple, ou à Québec, ou à Sherbrooke, ou à Trois-Rivières, peu importe, pour avoir des beaux décors. Donc, ça, c'est intéressant. Là, tout ce qui est défense, l'Inde a sa propre armée, aviation marine, bien sûr. Donc, il y a des besoins énormes dans ces domaines. L'informatique quantique, l'informatique très, très nichée, très, très haut de gamme, très, très avancée. L'Inde est à la recherche aussi d'idées, de technologies, de partenariats. L'immobilier, par exemple, devrait passer de 120 milliards à 1 trillion d'argent US en 2030. Donc, c'est une croissance phénoménale, multipliée par presque 10, la croissance au niveau de l'immobilier. Les centres de données aussi ont besoin de 18 millions de pieds carrés à construire d'ici 2025. Tout ce qui est toute la data analysis, c'est extrêmement recherché ici. Les centres, les demandes, les unités de logement, tout ce qui est du bois, tout ce qui est de la construction d'habitation. Donc, on parle de 25 millions d'unités de logement de milieu de gamme à bas de gamme à construire. Les commerces de détail, je vous en ai dit un mot sur les centres d'achat, par exemple, mais 65 millions de pieds carrés actuellement. On va doubler d'ici 2030 tout ce qui est centre d'achat, donc tout ce qui est commerce, tout ce qui est accessibilité. On continue. Je continue. Donc, aviation, vous le savez, construction de 220 aéroports d'ici 2025. Donc, vous m'excusez, il manque un chiffre. Donc, 220 aéroports qui vont se construire. L'Inde vient d'acheter pour 500 avions d'Airbus et de Boeing, avec aussi Bombardier qui vend des avions aussi. Donc, grand besoin pour les compagnies d'aviation, d'achat d'avions. Donc, tout le milieu aérospatial, aéronautique est très important. Le maritime, besoin de 40 milliards d'US pour la vision maritime 2030, c'est-à-dire qu'il y a une grande croissance au niveau du transport par bateau qui est en train de se faire ici en Inde. 212 ports actuellement qui vont encore grandir de plus en plus pour faciliter le passage entre l'Inde et l'Europe et l'Amérique par la suite, et non pas descendre en Afrique et remonter. Donc, le grand passage à partir de l'ouest de l'Inde directement vers Gujarat et Mumbai pour monter vers la Méditerranée. Donc, c'est des nouveaux passages qui sont pas des nouveaux passages, mais c'est des passages qui vont être de plus en plus utilisés. Les chemins de fer, grande croissance, 5 km par jour de construire. Il reste 4000 km à construire. Capacité de production énergétique, j'en ai glissé un mot, ils veulent passer de 356 gigawatts à 619 gigawatts avec 5 nouveaux réacteurs nucléaires à construire dans les prochaines années dans le sud. Donc, les contrats sont déjà ouverts pour appliquer. Donc, beaucoup de sous-traitants peuvent avoir des contrats dans le domaine de l'énergie électrique, par exemple, l'énergie réacteur nucléaire. L'Internet aussi est une problématique. Seulement 40% des gens ont Internet. Donc, on vise 80%, donc de doubler la capacité d'accès à l'Internet pour tout l'Inde d'ici 2027. Les constructions de routes aussi. 132 000 km à près de 200 000 km d'ici les 2 prochaines années. Donc, les constructions partout pour augmenter le réseau routier, la capacité de déplacement des véhicules.
Prochaine diapositive. Donc, je vous récapitule un peu les besoins si c'est plus clair avec un tableau. Donc, tout ce qui est besoin d'aluminium, très important en Inde. Tout ce qui est aluminium de haut niveau, aluminium de base aussi. L'eau, traitement des eaux, l'environnement, bien entendu, les transports, comme j'en ai dit un mot, les infrastructures, les technologies d'information, les TIC, les sciences de la vie, tout ce qui est aéronautique aussi, entretien, développement, enseignement, formation des mécaniciens, beaucoup de demandes dans ce domaine. Bioalimentaire, l'Inde a faim. L'Inde va acheter tout ce qui est à vendre au niveau nourriture, donc c'est intéressant de savoir ça. EdTech, les technologies d'enseignement à distance avec le COVID, les gens ont apprécié le travail à la maison, ont apprécié aussi l'enseignement à distance. Donc, beaucoup de besoins au niveau des EdTech, bien sûr. Tout ce qui est finance avec FinTech aussi très important. Les paiements électroniques, les transactions électroniques, c'est vraiment vraiment important. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, comme notre collègue de EDC mentionnait, les stratégies pour entrer, selon notre expérience du Québec depuis maintenant 15 ans, donc un partenaire indien sur place, c'est souvent la solution. Donc, quelqu'un qui va répondre, souvent vous allez vous faire questionner, allez-vous être sur place? Est-ce que quelqu'un va répondre 24 heures, 24/7, en exemple? Est-ce que quelqu'un va être disponible rapidement si on a quelque chose qui ne fonctionne pas? Donc, ça vous prend un bon partenaire local, ça va vous donner beaucoup de chance. Le relationnel est très important. Prévoyez 2-3 voyages par année pour faire des affaires. Et comme a dit notre collègue, 2 à 3 ans avant d'avoir un premier contrat, ça peut être plus rapide, mais ça peut être aussi lent. Il faut savoir ça. Il y a différents moyens d'entrer sur le marché indien, donc soit un accord de distribution, exclusif ou non exclusif, régional ou national, un joint venture, bien sûr, qui peut être très intéressant, ou une implantation ou l'ouverture d'un bureau de représentation directement ici en Inde. C'est un peu les stratégies qu'on va vous parler avec EQI qui travaille main dans la main avec nous. Donc, EQI International, dans le fond, prépare les entreprises à venir sur le marché indien et nous, on les accueille en Inde. Donc, c'est vraiment un travail très fort entre EDC, EQI et notre bureau pour que, justement, quand vous êtes prêts à venir sur le marché, vous allez être accueillis et accompagnés pour tous vos transactions si vous avez besoin. Donc, les services pour notre bureau, bien sûr, identification des partenaires, des clients potentiels, accompagnement personnalisé pour les entreprises québécoises, organisation de missions commerciales, bien sûr, promotion des échanges économiques par des séminaires virtuels. On fait aussi des due diligence, c'est-à-dire on peut étudier vos partenaires si vous avez des doutes, si vous voulez avoir une solidité, quelle est solide la compagnie avec laquelle vous voulez travailler. Donc, on vous offre aussi un service d'accompagnement très personnalisé. Prochaine. Alors, nous sommes disponibles. Bien sûr, nous sommes une équipe à Mumbai qui couvre tout l'Inde. Donc, notre bureau à Mumbai, nous couvrons l'entièreté de l'Inde dans tous les domaines. Les domaines prioritaires, bien sûr, mais les domaines de pointe que je vous ai mentionnés. Donc, je vous ai dressé le tour, je vous ai dressé un peu le portrait du dernier budget indien pour vous ouvrir l'esprit. Mais n'ayez pas en tête l'Inde comme 1,5 milliard de personnes, mais il y a des petites villes aussi qui ressemblent à Montréal, qui ressemblent à Sherbrooke, qui ressemblent à Québec, qui ont des besoins aussi. Donc, n'ayez crainte de voir l'Inde comme un grand continent, presque, avec 1 milliard de personnes. Pour les Québécois, ça peut être petit, 8 millions sur 1 milliard de personnes. On peut se sentir impressionné par la grandeur du pays, mais il y a de la place pour les petits marchés, pour les moyens et les grands marchés. Il y a de la place pour tous les types d'entreprises parce qu'il y a des besoins partout. Et vous pouvez attaquer un marché à la fois, une ville à la fois, un secteur à la fois. Donc, n'ayez crainte, ne voyez pas l'Inde dans son entièreté, mais plutôt, on peut le partitionner en sections, nord, sud, est, ouest, et puis selon ce que vous avez besoin. Alors, ça dresse un peu le tour rapidement. Présenter l'Inde en 15 minutes, c'est un défi important. Donc, j'espère que ça vous donne un peu une indication. Si vous avez besoin d'approfondissement, il y a la session de réseautage par la suite, mais il y a aussi notre bureau avec l'aide d'EQI que vous pouvez contacter pour commencer vos démarches ou continuer votre réflexion pour continuer. Donc, nous avons des employés indiens qui parlent plusieurs langues dans notre bureau pour vous accompagner avec moi, qui est bien sûr sur place. Alors, merci. Je cède la parole maintenant à Florent. Parfait, merci beaucoup, Francis. Effectivement, 15 minutes pour présenter l'Inde, c'est un défi, mais c'est un défi que vous avez réussi avec brio. C'était extrêmement intéressant. On voit
la quantité d'opportunités d'affaires pour les entreprises québécoises. C'est des secteurs généralement où le Québec, le Canada sont assez forts, assez bons. Mais je vous poserai une question avant de laisser la place à Christian Desroches et Suzanne, vous pouvez également répondre. Esther Cahouette nous demandait dans le chat combien de compagnies canadiennes, québécoises sont présentes en Inde actuellement. Puis moi, je compléterais par une question personnelle. On voit que les opportunités sont vastes, on voit qu'il y a un accompagnement qui est fort. Qu'est-ce qui fait que l'Inde reste pour l'instant le 13e ou 14e partenaire commercial du Québec? Est-ce qu'il y a des freins importants pour les entreprises québécoises et canadiennes? On est passé au 10e rang, par exemple. On n'est plus 14-13. On est rendu 10. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, je vais répondre pour le Québec, puis je vais laisser mes collègues du Canada répondre, mais on parle d'environ de 70 entreprises québécoises sur le territoire indien, soit en présence, soit avec un joint venture, soit… Donc, il y a de la place, il y a de la place. L'Inde fait peur au début par la culture différente, bien sûr, mais rappelons-nous deux choses. C'est un système de common law qui ressemble à notre système canadien et c'est un système anglais. Donc, la langue est anglaise. Donc, ne voyons pas une langue étrangère trop complexe. L'anglais, ça reste la langue du commerce. Et les Indiens sont très, comme on a dit avant moi, l'Inde est sollicitée beaucoup par beaucoup d'entreprises mondiales, notamment plusieurs pays sont ici et ça grandit vite. Donc, l'Inde est sollicitée par tout le monde. Donc, la question du prix va vous être questionnée, mais aussi la question de la relation humaine. La relation humaine demeure extrêmement importante quand on fait des affaires en Inde. On ne peut pas entrer en Inde et signer un contrat dans une heure. On rentre en Inde, on commence à rencontrer la personne, on fait des relations, ensuite on va parler business. Donc, le mot patience est important. Les 3 P que j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, la patience est très importante. Donc, c'est pour mon point de vue. Parfait, merci Francis. Suzanne, est-ce que vous voulez ajouter un élément ou vous parlez plus du pendant canadien? Oui, merci. Peut-être juste pour répondre à la question, ce qu'on voit au niveau pan-canadien, en fait. EDC, nous-mêmes, on a servi 482 clients spécifiquement en 2022. La question est simple, mais ça veut tout dire qu'est-ce qu'on entend par une compagnie qui est présente en Inde, c'est-à-dire est-ce que c'est un contrat juste d'une fois ou une vente une fois ou une compagnie qui est vraiment implantée, mais généralement, entre les chiffres que notre équipe voit avec le service des délégués commerciaux, on tourne vers les 300 compagnies, entre 300 et 400, je vous dirais, comme ballpark. Parfait, merci beaucoup. Suzanne, merci encore Francis. Donc, comme je vous le disais, les présentations vous seront partagées à la suite de cet événement. Maintenant, j'aimerais accueillir Christian Desroches, donc chef pour la stratégie Indo-Pacifique. Donc, une stratégie qui a été lancée à l'automne dernier avec énormément de choses, d'éléments intéressants pour les entreprises du Québec et du Canada. Donc, Christian, je vous laisserai nous en dire davantage. Merci Florent. Bonjour à tous de cette invitation pour venir et merci de cette invitation pour venir vous présenter les grandes lignes de la stratégie. Évidemment, c'est une stratégie qui touche plusieurs aspects, la sécurité, l'immigration, le développement durable, mais aussi le commerce qui est un volet important. Donc, notre présentation aujourd'hui va surtout se concentrer sur ce volet-là. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, la région Indo-Pacifique, il y a beaucoup d'informations. Les diapos sont très détaillées. Je ne vais pas les lire en détail, mais ça va être circulé aux participants après. Je vais juste vous donner les grandes lignes. Donc, la région Indo-Pacifique joue un rôle déjà qui est très critique pour l'avenir du Canada et ce rôle-là va devenir de plus en plus important au cours des prochaines décennies. Donc, on parle d'une région qui englobe 40 économies, 4 milliards d'habitants, et 6 des 13 premiers partenaires commerciaux du Canada. Alors, c'est une région qui émerge et devient plus importante en matière de dynamisme économique, mais aussi des défis stratégiques. Et donc, c'est pour ça que nous proposons cette approche-là qui touche à tous les volets de l'engagement du Canada. Et ce qu'on peut constater, moi je travaille sur cette région-là depuis plusieurs années, c'est qu'il y a un engouement pour un rôle plus actif sur le plan commercial du Canada. Les gens dans les régions veulent investir ici, veulent plus de nos produits, que ce soit les produits agricoles, dans le secteur technologique,
l'industrie manufacturière. Et je pense que vraiment, pour nous, c'est une opportunité là, de saisir cet intérêt-là et d'augmenter nos exportations dans la région. Prochaine diapo. Donc, pour la stratégie, bon, c'est une stratégie qui reflète les valeurs et qui met l'accent sur nos partenariats dans la région. On parle d'investissements de près de 2,3 milliards de dollars sur 5 ans à travers 17 ministères et sociétés d'État, en plus là, de FinDev Canada et de la Fondation Asie-Pacifique du Canada. Donc, on parle ici d'un investissement générationnel. Donc, ce n'est pas juste une autre stratégie régionale pour le ministère. La vision de la ministre Joly et des autres ministres là, qui participent à cette initiative-là, c'est que c'est un cadre là, qui va guider nos efforts pendant 10 ans et on est vraiment en train de rééquilibrer les ressources que nous affectons au ministère pour investir davantage à la région. Donc, dans la stratégie, on parle de 24 initiatives qui vont être financées sur les 5 prochaines années et plusieurs autres postes là, ici à Ottawa, mais aussi dans nos missions dans la région. Prochaine diapo. Donc, je voulais juste mentionner brièvement, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont fait état de notre approche par rapport à la Chine. Donc, oui, la Chine, il y a eu un changement de ton dans la stratégie. On parle maintenant d'une puissance mondiale de plus en plus perturbatrice. Mais on reconnaît aussi qu'il faut continuer à travailler avec la Chine. Et je pense que l'exemple qu'on donne souvent, c'est que quelques semaines après l'annonce de la stratégie, à la fin novembre, on a travaillé avec la Chine pour accueillir la conférence COP15 à Montréal, qui a été un vif succès. Donc, on reconnaît qu'il faut continuer à travailler avec la Chine là, sur ces enjeux mondiaux-là. Et du côté commercial, moi, je rencontre souvent des sociétés qui disent, est-ce que vous nous dites de ne plus investir en Chine? Non, ce n'est pas ça le message. On va continuer à investir en Chine, mais il faut le faire de façon prudente et stratégique et en vue de ne pas créer de dépendance qui pourrait être exploitée là, à l'avenir. Prochaine diapo. Donc, vraiment, juste pour se pencher un peu plus sur l'Inde, donc je pense qu'on lisait dernièrement là, que l'Inde va contribuer à 15% de la croissance économique mondiale en 2023, ce qui est, quand on pense à ça, si on met la Chine et l'Inde ensemble, c'est presque la moitié de la croissance économique mondiale là, au cours des prochaines années. Et c'est pour cette raison là, que l'Inde est identifiée comme un partenaire stratégique dans la stratégie. Bon, je pense que les gens qui suivent un peu les relations entre le Canada et l'Inde, vous ne serez pas sans savoir que les relations n'ont pas toujours été faciles au cours des dernières années, mais il y a un rapprochement là, qui s'effectue présentement. Le premier ministre Trudeau a rencontré le premier ministre Modi en marge du sommet du G7 en Allemagne l'année dernière. Et depuis ce temps-là, il y a un nombre important de rencontres au niveau ministériel. La ministre Joly a été en Inde 2 fois dans le dernier mois, y compris précédant la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20. Mais on s'attend à avoir jusqu'à 15 ministres fédéraux qui vont voyager en Inde cette année pour participer aux réunions du G20. Et il y a évidemment le sommet des dirigeants là, du G20 qui va avoir lieu en septembre à Delhi. Donc, c'est une opportunité là, pour ouvrir des portes pour nos compagnies dans la région. J'ajouterais juste, parce qu'on parle de l'Inde, mais aussi on a des relations commerciales importantes avec le Bangladesh et dans une moindre mesure le Pakistan aussi, qui demeurent des marchés d'intérêt pour nous. Prochaine diapo. Je vais juste mentionner aussi brièvement le Pacifique Nord. Donc, on parle surtout du Japon, de la Corée du Sud, qui sont des partenaires économiques importants. J'étais justement à un dîner hier soir avec une délégation japonaise et le consul général du Japon à Montréal était là. Il parlait très bien français et il me disait justement qu'il y avait un intérêt très vif des sociétés japonaises pour investir à Bécancour là, dans la production de batteries électriques. Et il se plaignait là, que les compagnies japonaises n'avaient pas été assez vite et que les Européens et les Américains avaient tous pris les places. Mais bon, on entend ça constamment. Les gens veulent participer à l'économie du savoir au Canada et au Québec. Prochaine diapo. Je mentionnerai aussi la NAS, donc on dit en anglais ASEAN, les pays d'Asie du Sud-Est. C'est identifié comme une priorité là, pour l'augmentation des exportations dans la région. J'ai été à Singapour il y a quelques semaines. J'étais heureux de constater que la présidente de la Chambre du commerce là-bas à Singapour, c'est une Québécoise, Caroline Bérubé. Et Jean Charest était là aussi, là, qui longtemps travaille sur la promotion là, des relations commerciales entre la NAS
et le Canada. Donc, nous allons continuer à nous investir. On parle évidemment là, de Singapour comme une plateforme importante, mais il y a d'autres marchés importants comme l'Indonésie. On négocie un accord de libre-échange avec eux. La Thaïlande, le Vietnam, les Philippines et d'autres marchés dans la région. Prochaine diapo. Bon, donc, les 5 objectifs de la stratégie, il y a promouvoir la paix, la résilience et la sécurité, il y a accroître les échanges commerciaux, les investissements et renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement. Ça, c'est l'objectif qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Et il y a d'autres objectifs là, qui ont rapport à investir dans les gens et tisser des liens entre eux. Et ça, c'est un avantage important que le Canada a. On a des populations très importantes d'origine indienne, des Philippines, d'ailleurs en Asie, qui sont intéressés à faire du commerce avec leur mère patrie. Et c'est un avantage stratégique que nous avons par rapport à d'autres concurrents dans la région. On parle aussi là, de programmation pour aider le développement durable et une économie verte dans la région. Et finalement, le Canada comme partenaire actif et engagé dans l'Indo-Pacifique, et ça, je vais en parler dans quelques minutes, mais on est vraiment en train d'augmenter le poids diplomatique et le poids de notre service délégué commerciaux dans la région pour être capable d'ouvrir des portes là, pour nos sociétés. Prochaine diapo. Donc, je pense que je vais commencer juste à parler brièvement de la politique commerciale dans la région. Donc, le Canada est déjà membre du partenariat transpacifique, le PT, j'ai la misère avec le PTPGP, on dit toujours c'est PTPP à Ottawa. Mais bon, évidemment, ça ne s'applique pas à l'Inde, mais ça nous donne une présence importante dans certains marchés dans la région, y compris le Japon. On est en train de négocier un accord de libre-échange des premiers progrès avec l'Inde. Évidemment, on aimerait avoir un accord plus ambitieux, mais c'est jamais facile de négocier des ententes commerciales avec l'Inde. Mais bon, la ministre Ng pousse très fort. Il y a eu plusieurs réunions. Je pense qu'il y a un septième tour qui est prévu pour le mois prochain et on aimerait être en mesure d'annoncer quelque chose d'ici la fin de l'année, mais on essaie de rester optimiste. On parle aussi là, de négociations d'accords de libre-échange avec la NAS, avec l'Indonésie, et on a dernièrement eu un accord là, de protection des investisseurs avec Taïwan également, et on continue des efforts de ce côté-là. Donc, je dirais là, que notre programme là, de politique commerciale, de négociation d'accords de libre-échange, dans la région, c'est le plus ambitieux, et l'Inde est identifiée comme une priorité de premier plan par la ministre Ng, notre ministre du Commerce international. Prochaine diapo. Donc, je vais juste, ici, il y a beaucoup d'informations, on ne va pas rentrer en détail sur chaque initiative, mais je vais commencer avec quelques-unes des initiatives qui relèvent la ministre Ng, le ministre du Commerce international, et ça, c'est certaines des initiatives qui ont été annoncées dans le cadre de la stratégie. Donc, ces initiatives-là ne sont pas encore, il y en a quelques-unes qui ont commencé à être mises en œuvre, mais notre équipe ici est en train de tout faire là, pour mettre ces programmes-là en œuvre pour qu'ils puissent être actifs dès la fin de cette année et l'année prochaine. Donc, la première, c'est des missions commerciales modernes d'Équipe Canada. Donc, plusieurs d'entre vous allez vous souvenir des missions commerciales de l'ère de Jean Chrétien. Donc, on ne parle pas nécessairement d'une approche lourde comme ça, mais on parle vraiment de missions commerciales ciblées qui visent certains secteurs. On a déjà eu plusieurs interactions avec des partenaires provinciaux, y compris le Québec, là, et je pense nous, on entrevoit une participation importante des provinces. Je crois qu'on parle là, de 3 missions commerciales sous ce programme-là par année dans la région. Et évidemment, il va y avoir beaucoup de travail préparatoire là, sur le terrain là-bas, mais ici avec nos compagnies et nos associations commerciales. Donc, nous allons rester en contact avec vous là-dessus, mais on s'attend à ce que la première mission commerciale ait lieu au Japon à la fin de cette année. Et ensuite, il va y en avoir plusieurs autres. Une autre initiative, on parle de renforcer les partenariats en matière de sciences, technologies, innovation. Et ça, il va y avoir des opportunités pour nos sociétés. La troisième initiative sur cette diapo, la porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est. En anglais, on dit le Gateway. Donc, c'est une priorité de la ministre Ng. Et on parle d'établir une présence à Singapour. Ce serait un partenariat public-privé pour aider les sociétés canadiennes à
pouvoir engager dans la région et augmenter nos exportations. C'est encore un projet qui est à ses premiers balbutiements, mais on espère pouvoir annoncer des détails d'ici quelques mois. Une autre initiative, nous allons annoncer dans les mois à venir un représentant commercial canadien dans l'Indo-Pacifique. Cette personne-là va être établie dans la région avec une petite équipe pour aider à coordonner nos efforts dans la région et interagir avec les sociétés. Et il y a aussi des programmes pour promouvoir l'énergie propre. Et on a eu aussi une bonification de notre programme CanExport pour aider les sociétés canadiennes à exporter dans la région. Prochaine diapo. Donc ici, je vais juste parler brièvement des autres initiatives dont on parle. La ministre Joly mène une initiative pour le renforcement des capacités dans la région. Et ça, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on crée plusieurs douzaines de postes qui vont travailler sur l'Indo-Pacifique dans le cadre de cette initiative-là. Et il va y en avoir 2 ou douzaines au moins qui vont être affectés dans la région, y compris en Inde et en Asie du Sud. Et vraiment, ce qu'on parle, là, c'est on a déjà une bonne présence dans la région. Juste pour vous donner une idée, 13% des exportations du Canada sont en Indo-Pacifique pour le moment, mais on a 30% déjà de nos délégués commerciaux qui sont dans les régions en train de travailler. Donc, évidemment, c'est la région où on a identifié le plus fort potentiel d'augmentation de nos exportations. Et donc, on investit encore davantage pour appuyer nos exportateurs dans la région. Et aussi, on parle de renforcement des partenariats avec la NAS en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas un marché comme en Amérique du Nord. Il faut avoir des bonnes relations avec les gouvernements pour être capable d'ouvrir les portes pour nos sociétés. Donc, on investit de ce côté-là. Il va y avoir un appui aux infrastructures à travers le programme FinDev, 750 millions sur 5 ans. Et on parle aussi d'augmenter notre aide au développement dans la région, parce que pour plusieurs pays dans la région, il faut être capable de montrer qu'on a une bonne présence en matière d'aide au développement pour être capable d'ouvrir des portes là, sur le plan commercial. Prochaine diapo. Donc, je vais parler des initiatives qui vont être dirigées par Affaires mondiales, mais il y a d'autres ministères qui vont avoir un rôle important à jouer dans la stratégie. On parle de l'ouverture d'un bureau Indo-Pacifique du Canada pour l'agriculture et l'agroalimentaire. On n'a pas encore identifié le lieu. Ça va sans doute être dans l'Asie du Sud-Est, mais c'est encore en négociation. Donc, c'est un bureau qui va promouvoir les produits d'agriculture canadiens dans la région. Notre ministère des Ressources naturelles va aussi déployer des postes dans la région pour être capable d'identifier des opportunités de collaboration en matière de minéraux critiques et d'autres dossiers là, qui ont trait aux ressources naturelles. On parle surtout de postes je pense que c'est en Asie du Nord, mais il y a peut-être aussi ailleurs dans la région. En tout cas, je me tourne à mon équipe, mais je n'ai pas les statistiques devant moi, mais bon, tout ça, c'est en développement encore. Et on va aussi avoir des programmes pour aider les pays de la région à augmenter leur habileté à respecter les règles relatives au commerce et au travail dans les accords de libre-échange, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs autres détails sur la diapo. Je vous invite à consulter un peu plus tard. Prochaine diapo. Donc, ici, je pense qu'on reconnaît que pour que le Canada n'est pas un gros joueur dans la région, on doit travailler de près avec nos amis, avec nos partenaires. Donc, on parle de travailler avec le G7, le G20. On est aussi membre de l'APIC, qui est cette association-là d'intégration économique régionale. Le Canada est un membre fondateur, donc participer dans les groupes de travail de l'APEC et on essaie d'augmenter notre présence à l'APEC. Et on a des relations privilégiées, y compris avec le Japon, la République de Corée aussi, là, pour faire avancer nos intérêts dans la région. Prochaine diapo. Et j'ajouterais, c'est ça, c'est mon tableau préféré là, que vous voyez ici. Ça montre là, un peu tous les accords de libre-échange. Donc, on parle de CPTPP, l'APEC, et il y a RCEP, là, cette nouvelle accord de libre-échange-là qui est en Asie. Le Canada n'est pas membre de RCEP, mais nous essayons de nous joindre à la nouvelle initiative américaine, le cadre économique Indo-Pacifique pour la prospérité, ou l'acronyme en anglais est IPEF. Donc, cette initiative-là a été annoncée par les Américains l'année dernière et nous travaillons très fort pour que le Canada y soit invité. Ce n'est pas clair encore que c'est un accord, ça va être un accord de libre-échange traditionnel avec
avec des accès au marché, ainsi de suite, mais il va peut-être avoir un rôle très important pour développer des nouvelles disciplines commerciales dans les questions modernes comme le partage d'informations numériques, et ainsi de suite. Et on veut donc avoir la chance de participer au façonnement de cette initiative. Et nous avions une délégation à Washington la semaine dernière là, pour faire avancer ce dossier-là. Mais comme vous pouvez voir, le Canada est quand même bien placé en ce qui a trait à l'architecture régionale. Et si on est capable de se déplacer encore plus au centre pour faire partie de l'IPEF, on va être encore mieux placé. Prochaine diapo. Je pense que c'est la dernière diapo. Donc, ici, on a juste fait un recensement des initiatives qui ont été annoncées dans le contexte de la stratégie pour l'Indo-Pacifique qui ont un intérêt potentiel en Inde et en Asie du Sud. Donc, nous, encore plusieurs initiatives-là sont en cours de développement. Ils ont été annoncés au sens large, mais vont être mises en œuvre là, dans les mois à venir. Et évidemment, on est tout à fait disposé à rester en contact avec vous pour vous tenir au courant de ces opportunités-là. Je pense notamment aux missions commerciales. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt pour au moins une mission commerciale en Inde là, dans un avenir très rapproché. Et on va travailler avec nos partenaires là, pour être capable de s'assurer que tout le monde puisse y participer. Donc, je pense que c'était tout pour ma présentation. C'est un survol très rapide, mais je suis prêt à répondre à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Christian, pour cette présentation très riche. Là, on voit énormément de potentiel pour le Québec et les entreprises d'ici. Donc, on a pris un petit peu de retard, donc peut-être que je vous poserai juste une petite question avant de laisser la place à Fabiola Lacroix qui va nous parler de son témoignage, qui va nous faire son témoignage de développement de marché en Inde. Mais je vous demanderai peut-être, donc vous avez fait mention des missions commerciales 3.0. Est-ce que vous pouvez nous dire très brièvement quelle est la date de la prochaine mission et quel est le secteur visé par cette mission? Au Japon, est-ce que le secteur n'a pas été identifié encore, mais on parle beaucoup d'énergie propre, donc les clean tech et d'exportation de gaz naturel. Je sais que l'énergie, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup le Japonais et la production de batteries électriques là, pour des voitures. Donc, on parle de ça, mais les secteurs prioritaires n'ont pas encore été identifiés. Je pense que la ministre Ng a voulu annoncer la mission commerciale, mais là, il y a des consultations qui ont lieu présentement là, pour être capable de cerner ces priorités-là. On s'attend à ce qu'il y ait juste une mission commerciale qui fait partie de ce programme-là d'ici la fin de l'année, mais on s'attend à en avoir 3 là, en 2024. Et je ne serais pas surpris qu'il y en ait une en aide, mais encore là, je pense qu'il va y avoir des consultations avec nos partenaires provinciaux, avec les industries pour être capables d'identifier ces secteurs prioritaires-là. Donc, à suivre. Parfait, merci beaucoup, Christian. Puis on se fera un plaisir de partager l'information lorsqu'elle sera accessible. Maintenant, j'inviterai Fabiola Lacroix du groupe Optel, vice-présidente et chef de la direction financière, qui va nous parler de l'expérience d'Optel sur le marché indien. Fabiola était à l'origine du bureau d'Optel en Inde. Donc, Fabiola, merci pour ta présence et je te laisserai donc nous parler de ton expérience, de celle d'Optel pour le marché indien. Merci beaucoup, Florent, pour l'introduction. Merci pour l'invitation. C'est toujours un pur bonheur pour moi d'entendre parler de l'Inde et de parler de l'Inde. Donc, ça me fait plaisir de vous partager mon expérience et l'expérience d'Optel pour s'implanter en Inde. Donc, d'abord, peut-être juste pour vous mettre en contexte, question que vous puissiez savoir si vos opportunités d'affaires se comparent ou non à notre secteur d'activité. Optel, c'est une entreprise qui développe des solutions de traçabilité de bout en bout. Ce qu'on veut, c'est de permettre aux organisations de maximiser leur chaîne d'approvisionnement. On fait aussi la connexion de l'ensemble de la chaîne de valeur qui regroupe toutes les parties prenantes pour une visibilité complète en temps réel. Ça rejoint beaucoup la notion de suivi d'empreinte carbone, de décarbonisation. Donc, Optel offre une solution qui permet aux entreprises de faire leur suivi d'empreinte carbone, scope 1, 2 et 3, et on est beaucoup lié à la conformité. Donc, notre principale industrie pour l'instant, c'est encore le secteur pharmaceutique.
Optel, c'est plus de 30 ans d'expertise. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez eu la chance d'avoir notre président, Louis Roy, qui a fondé Optel en 1989. C'est plus de 6 000 solutions déployées dans plus de 30 pays. Puis, on a actuellement 5 sites manufacturiers qui sont inscrits là dans l'ordre d'ouverture. Donc, évidemment, tout a commencé à Québec, au Canada. On a déployé ensuite le site en Irlande, l'Inde, le Brésil et tout récemment, l'Allemagne. Donc, pourquoi on a décidé de s'installer, de s'établir en Inde? Bien, probablement comme plusieurs autres entreprises, probablement pour la même raison que vous êtes ici aujourd'hui, bien, c'est que l'Inde a un immense potentiel économique. Donc, on avait déjà dans notre portefeuille de clients plusieurs clients qui avaient déjà des filiales en Inde, qu'on avait commencé à desservir depuis le Canada, mais on s'est rendu compte rapidement que pour pouvoir avoir accès à ce grand marché qui est l'Inde, avoir une présence physique était très importante. Donc, plusieurs des autres panélistes ont parlé de l'importance de la culture, l'importance de la proximité, de créer des liens, entrer en relation. Pour les Indiens, c'est un élément très important de leur culture. Donc, sans entité légale constituée en Inde, c'était très difficile de faire des affaires. Puis évidemment, bien, c'était très difficile d'être compétitif sur un marché où le manufacturing se faisait directement en Inde, par exemple. Un autre élément pour lequel on s'est établi en Inde, dont on bénéficie beaucoup aujourd'hui, c'est l'accès à un vaste bassin de main-d'œuvre qualifiée. Donc, nos ingénieurs en Inde sont tout aussi qualifiés que nos ingénieurs ici en Amérique du Nord. Ils parlent très bien anglais, ça a été dit précédemment. Donc, c'est des gens très dévoués dans leur travail aussi. Donc, bref, ça fait maintenant presque tout près de 10 ans qu'on est implanté en Inde. Aujourd'hui, on bénéficie vraiment particulièrement de ce point-là, qui est l'accès à une main-d'œuvre abondante, éduquée, qualifiée et qui parle très bien la langue des affaires, qui est l'anglais. Puis, eh bien, ça nous a permis aussi d'avoir accès à d'autres pays d'Asie, dont le Bangladesh, qui est un autre pays un peu comme l'Inde, où est-ce que nos marges sont beaucoup plus basses, mais qui offre un potentiel très intéressant. Puis, en ayant un site en Inde, bien, on est capable de desservir ces pays-là autour qui sont potentiellement intéressants, mais à plus faible marge aussi. Donc, maintenant, nos erreurs puis nos succès. Commençons donc tout de suite par les erreurs. Alors, je vous dirais que la principale erreur qu'on a fait au départ, c'est de penser, on avait l'expérience du Canada, on a fait l'Irlande qui était assez facile, je vous dirais, assez semblable à l'Amérique du Nord ou à d'autres pays d'Europe. Mais l'Inde, on a fait l'erreur de vouloir dupliquer nos opérations littéralement en Inde, de recréer un Optel Canada en Inde avec les mêmes produits, le même niveau de qualité, reproduire tous nos processus d'affaires, toutes nos politiques. Ce n'est pas possible. En Inde, il y a des processus qui sont réglementés. Je pense à un exemple très simple qui est notre méthode de facturation, par exemple. Donc, nous, on facture nos projets selon l'avancement du projet. Puis, on a toujours un dernier échelon de facturation qui vient à la toute fin. En Inde, quand on livre une solution qui est accompagnée de matériel, eh bien, selon le régime de taxes, il faut absolument que la facture qui accompagne les biens représente 100% de la valeur du projet en entier. Donc, c'est un exemple très simple que je vous donne, mais qui fait en sorte que on ne peut pas répliquer 100% de nos processus, de nos politiques quand on fait affaire en Inde. Deuxième erreur qu'on a fait, c'est de ne pas avoir suffisamment misé sur le potentiel de l'équipe en place. Donc, on a embauché rapidement des équipes qu'on a reproduit nos équipes qu'on avait aussi au Canada. On les a fait venir ici, on les a très bien formés pendant plusieurs semaines. Ils sont retournés en Inde. Ça a été dit précédemment, ça peut prendre du temps avant que les affaires partent en Inde. Donc, par le temps qui a passé, ces équipes-là, on les a laissées un peu à eux-mêmes, pensant qu'ils étaient prêts à
affronter le défi qui les attendait là, avec les premiers bons de commande et tout. Bref, on s'est rendu compte rapidement que c'était important que l'équipe de gestion du Québec soit beaucoup plus disponible pour supporter l'équipe localement. L'Inde, c'est loin. En time zone, c'est un gros écart. Donc, on a à peu près 1 heure par jour de communication efficace qu'on peut avoir avec eux. Donc, bref, c'est important qu'ils aient le support nécessaire pour avoir du succès. Des succès, bien évidemment, on en a eu quand même parce que ça fait, comme je vous l'ai déjà dit, tout près de 10 ans qu'on est là. Donc, premier facteur de succès, bien, ça a été de s'allier des ressources solides, intègres et locales. Et je mets l'accent sur local. C'est important d'avoir des membres de l'équipe locale dès le départ. Au tout début, on avait 3-4 employés, un directeur de développement, par exemple, qui idéalement nous est référé, qui a un bon réseau, qui généralement, ça va être quelqu'un de charismatique, qui fait beaucoup de PR. Faut pas négliger le volet hiérarchie en Inde. Donc, on peut être surpris des fois. La personne qui fait le développement des affaires, ce n'est pas la personne qui va revenir avec un bon d'achat signé d'un client. Il faut quelqu'un d'autre pour faire ça. Mais bon, directeur des affaires, développement des affaires, c'était très important. Directeur de site pour faire l'embauche de notre équipe localement, aller chercher tous les permis qu'il faut pour être réglementaire. Et finalement, la troisième personne essentielle, c'était ils appellent ça le commercial manager. Donc, c'est quelqu'un qui s'occupe des relations avec les gouvernements, relations avec les banques, quelqu'un qui connaît tout le volet financier, légal pour se partir en affaires en Inde. Donc, cette équipe de base-là nous a permis de construire une équipe solide, qualifiée, très engagée. Les Indiens sont très fiers, reconnaissants envers leur employeur. Ils sont qualifiés, sont éduqués, ils ont une connaissance du marché, de l'industrie, du contexte réglementaire, commercial. Donc, il faut construire une équipe solide pour s'appuyer sur eux. Réduction des coûts, bien, c'était un de nos succès, évidemment, mais en même temps, quand on produit en Inde pour le marché de l'Inde, c'est plus qu'un succès, c'est vital. Il faut absolument être capable de bien gérer nos coûts pour pouvoir vendre en Inde. Par contre, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'on a bien développé cette équipe-là, puis maintenant, l'Inde va pouvoir manufacturer pour d'autres de nos sites Optel. Finalement, un dernier facteur de succès important, c'est de s'allier des partenaires locaux fiables. Donc, nous, on travaillait déjà beaucoup avec Deloitte pour tout ce qui est prix de transfert. Donc, ils nous ont accompagnés beaucoup dans notre déploiement de nos affaires en Inde. Puis, des avocats locaux, c'est assez essentiel aussi. Des éléments importants à considérer, je fais ça rapidement parce que ça a déjà été dit, la concurrence est féroce en Inde, donc il faut bien suivre notre profitabilité par produit. Ça se peut qu'on ne puisse pas avoir la même offre en Inde qu'ailleurs si on n'est pas capable de produire à un niveau qui dégage la profitabilité qu'on désire. Il ne faut pas négliger la complexité. L'Inde, c'est complexe, le régime de taxes est lourd, les conditions commerciales peuvent être tributaires du volet politique, donc dépendamment de qui est au pouvoir, certaines réglementations peuvent changer très rapidement. Les tarifs douaniers sont quand même élevés, ça a déjà été mentionné. Obtenir un visa, ça peut être une lettre à la poste, comme ça peut être très compliqué. Donc, si vous avez des employés clés qui doivent voyager régulièrement en Inde, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous assurer que ces gens-là aient toujours un visa valide. Puis, il faut s'attendre à avoir des changements dans nos processus. Un autre point important dont on a déjà parlé aussi, c'est l'infrastructure qui se développe rapidement, mais qui est quand même encore assez faible. Les routes sont mauvaises, donc il faut prévoir des coûts. Ça nous est arrivé de livrer des solutions chez le client en Inde. C'est arrivé chez le client, on avait envoyé une équipe pour faire le déploiement, l'installation. Bon, à l'arrivée de l'équipe, finalement, la solution s'est brisée dans le transport. Donc, il faut prévoir des coûts, des fois additionnels, des délais supplémentaires à cause des conditions routières. Le dédouanement, c'est la même chose. Ça peut être long et complexe. Ça peut être tributaire de la personne sur qui on tombe aux douanes. Donc, c'est important d'avoir à l'intérieur de son organisation quelqu'un de qualifié pour produire la documentation pour l'importation et l'exportation. Les ports, les aéroports nécessitent encore du développement, mais ça s'améliore à vitesse grand V.
Réseau électrique, réseau de télécommunications peut être instable, même dans les grandes villes. Donc voilà, ce sont tous des éléments à considérer. La culture, je l'ai gardé pour la fin parce que s'il y a une chose à retenir pour moi, c'est la plus importante. Donc, la culture, c'est notre ADN en tant que Québécois, eux en tant qu'Indiens. Donc, c'est important de s'intéresser à la culture de part et d'autre, de faire des mélanges d'équipes de Québec ou ailleurs au Canada avec les équipes de l'Inde pour que les deux cultures puissent transpirer, pour qu'on puisse bien se comprendre. Il peut arriver que nous, on prenne une réaction comme une insulte, alors qu'à l'inverse, c'est eux qui considèrent ce que nous, on fait comme une insulte, alors que c'est toujours généralement bien intentionné. Donc, établir un lien de confiance, une relation directe entre partenaires, c'est très important à mon humble avis. Aide reçue, bien, on a reçu beaucoup d'aide effectivement pour se démarrer en Inde. La délégation du Québec en Inde nous a soutenus au départ Affaires mondiales Canada. EDC nous avait des options très intéressantes pour nous dès le départ, encore aujourd'hui. Et Investissement Québec aussi a pu répondre à beaucoup de nos questions. Donc, je vais dire comme mes collègues, c'est très court pour présenter un sujet aussi passionnant, mais si vous avez des questions, je demeure disponible pour y répondre. Merci infiniment, Fabiola. Comme l'expérience d'Optel en Allemagne était captivante, celle d'en Inde l'est tout autant. C'est vraiment intéressant d'avoir des éléments concrets d'une entreprise qui s'est implantée en Inde. On a un peu de retard et puis j'aimerais vous présenter les organismes qui peuvent vous aider, qui ont été notamment mentionnés par Fabiola. Mais si vous voulez, je peux prendre une question. Mais vu qu'il n'y en a pas, je veux te remercier encore, Fabiola. Et j'inviterai Julie Germain d'Exportation et Développement au Canada, Daniel Dignard d'Investissement Québec International, Élise Lafrenière d'Affaires mondiales Canada et Clara Dubernard qui représente les ORPEC au Québec, à venir nous présenter un peu ce que chacun des organismes fait, un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait pour le guide des organismes de soutien à l'exportation, puis on va vous le mettre dans le chat, n'hésitez pas à le consulter. Mais chacun des organismes nous inviterait en 4 minutes, en un temps encore plus record que les présentations précédentes, donc à vous présenter, à parler un peu de ce que vous pouvez faire pour des entreprises. Je commencerai peut-être dans l'ordre d'apparition de mon écran. Donc, Julie, je vous laisserai débuter. Avec plaisir. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui. Certainement, parfait, merci. Alors, bon, de ce que je peux voir, oui, celle-là ici. Vous me direz si vous la voyez bien. Oui, c'est bon. Parfait. Alors, d'abord, Julie Germain, directrice principale chez Exportation Développement Canada. J'accompagne les entreprises exportatrices et je suis, moi, située sur la Montérégie avec mon équipe. Personnellement, je couvre les entreprises de 10 millions de chiffre d'affaires à 50 millions, mais sachez que chez EDC, on couvre tout type de taille d'entreprise. D'ailleurs, vous le voyez à l'écran chez EDC, que peu importe la taille, le domaine, le secteur, vous êtes éligible à pouvoir être desservi par nous si vous êtes un exportateur. Alors, chez nous, le trigger, c'est l'exportation. Que vous soyez un exportateur direct, donc à 15% et plus de vos ventes, ou encore un exportateur indirect, que vous vendez à des grands exportateurs comme Bombardier, Flamingo, Olimel dans l'agroalimentaire. Alors, peu importe, vous êtes admissible, ou même si vous êtes un futur exportateur. Donc, vous envisagez de commencer à vendre à l'international, vous êtes également admissible sur certaines de nos solutions. Donc, peu importe votre stade de vie, démarrage, maturité ou en transfert d'entreprise, vous êtes admissible. Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Eh bien, Suzanne, tantôt, ma collègue, vous a parlé du volet connaissances et relations. Donc, on aide avec tous ces services-là, mais je vais vous parler précisément, pour ma part, du côté plus financier, donc la portion financement et assurance. On fait de l'assurance crédit principalement. Et qu'est-ce que c'est que l'assurance crédit? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, c'est là pour vous aider à aller conquérir des nouveaux clients et aller vendre vos services et gagner des nouvelles ventes à l'étranger. Et qui dit vendre à l'étranger dit prendre un risque de non-paiement, hein, de se faire payer par nos clients une fois qu'on a shippé et expédié notre bien. Donc, l'assurance crédit est là pour venir couvrir 90% du montant de la facture si jamais votre client est en défaut de paiement.
ce qui vous permet de pouvoir assurer votre risque de paiement et ainsi d'augmenter vos termes et conditions, vos termes de paiement à vos clients et gagner des nouveaux clients face à la compétition locale ou internationale avec lesquelles vous faites face. Également, on fait du financement. Dans le financement, on le divise en 3 parties. On a la garantie de prêt, où on va venir soutenir votre institution financière, votre banque ou Desjardins pour du financement, que ce soit des prêts à terme ou que ce soit de la marge de crédit. On est là pour partager le risque avec eux pour tout type de besoins de financement. Et là, ici, je vais vous montrer quelques besoins en financement qui pourraient être possibles pour vous. Vous avez peut-être besoin de financement pour de l'inventaire pour soutenir l'expansion internationale, financer une acquisition d'entreprise à l'étranger, pour prendre une croissance plus rapide que d'acheter une entreprise à l'étranger est souvent beaucoup plus rapide pour atteindre une cible et un objectif. Alors, nous pouvons vous aider à la financer. Financer des inventaires qui resteraient dans le pays étranger, qui seraient peut-être plus propices à faire pour être plus efficaces. Ensuite de ça, financer également les frais de nouvelles filiales ou d'un nouveau bureau à l'étranger. On peut également vous aider à financer les achats d'immobilisation destinés à l'étranger. Donc, si vous auriez des équipements que vous vouliez destinés à l'étranger, on peut vous aider à les financer. Ou encore, si vous obtenez des gros contrats plus majeurs et qu'ils comportent des coûts plus importants que votre marge de crédit ne pourrait peut-être pas soutenir, nous, on est là pour financer les coûts du contrat à 100 %, que ce soit les salaires, les matières premières, les frais de transport. Alors, tous ces types de besoins-là sont finançables à l'aide de votre banque et de EDC en partenariat sous forme de garantie de prêt. On pourrait également le faire sous forme de prêt direct si votre banque n'est pas intéressée à le financer avec notre garantie de prêt. Nous pouvons vous soutenir avec notre financement direct pour des acquisitions à l'étranger, en autant que ça vous aide clairement à augmenter vos exportations. Pour finir, bien, on peut faire du financement d'acheteurs. Financement d'acheteur, ça veut dire qu'on aide votre client en fait, on finance votre client pour l'acquisition de vos biens. Alors, si vos biens se vendent à un coût moyen assez élevé, vos clients dans un autre pays ont peut-être de la misère à obtenir du financement parce que l'accessibilité au financement n'est pas aussi facile qu'au Canada et aux États-Unis, ailleurs dans le monde. Alors, si jamais vos clients ont de la difficulté à se financer, nous pourrions les financer pour vous permettre de concrétiser la vente et que vous puissiez vendre à votre client. Alors voilà, je pense que ça fait le tour pour ce qu'on fait, grosso modo. Beaucoup d'autres choses qu'on fait, mais là, je rentrerai trop dans les détails et en 4 minutes, je ne rentrerai pas dans le temps. Je vous confirme que pour le reste, on est admissible ou du moins atteignable par tout le monde. Et vous pouvez nous rejoindre sur edc.ca. On a notre site Internet où tous les directeurs de compte qui couvrent les régions, on est divisé en territoires. Alors, je ne peux pas vous faire l'éloge de la carte en ce moment, mais allez voir sur notre site Internet et cherchez le territoire dans lequel vous êtes et communiquez avec votre bureau, soit de Québec, de Montréal, de Laval ou de la Montérégie. Parfait, merci beaucoup, Julie, qu'on partagera dans le courriel de remerciement le lien pour trouver les informations utiles et pour contacter vos représentants chez EDC. J'inviterai maintenant Daniel Vignard d'Investissement Québec à nous parler donc de l'aide que peut apporter Investissement Québec International. Bonjour tout le monde. Oui, on vous entend très bien. Alors, Daniel Vignard, conseiller chez Investissement Québec International, équipe à Montréal. Je vais essayer d'être court parce que probablement tout le monde nous connaît déjà. Je suis au sein de l'équipe Asie, une équipe de 9 experts sectoriels qui cartographient le monde il y a quelques années en 9 secteurs, secteur énergie, la santé, transport, infrastructure, aéronautique, les technologies, 9 secteurs. Et travaille étroitement avec le Bureau du Québec à Mumbai en particulier, qui existe depuis à peu près 15 ans. On est un peu la porte d'entrée sur l'Asie. Je vais m'arrêter un peu sur ce qui a été dit aujourd'hui, mais je vais essayer de m'arrêter sur deux, trois qui a déjà été dit. La première chose, c'est que notre rôle, c'est vraiment de préparer, de valider les entreprises.
Des marchés comme l'Inde, évidemment, c'est un fort potentiel. On est dans le top 10, top 10 des marchés pour le Québec, mais les défis sont quand même assez importants. L'Inde est un marché où il y a une forte bureaucratie, un marché protectionniste, donc les cycles sont longs. Donc, notre rôle à nous, c'est de nous assurer qu'avec les entreprises, ils ont les capacités, les ressources et aussi l'ambition pour entreprendre un marché comme celui-là. Notre offre de service, évidemment, c'est beaucoup de démarchage qu'on fait selon plusieurs modèles d'affaires, dépendamment du secteur et des entreprises. Démarchage auprès des clients, auprès des partenaires en Inde. C'est un service clé en main qui est généralement très apprécié. Alors, on identifie, on contacte et on organise en Inde des rencontres avec des cibles. C'est le cœur de notre, si on veut, notre offre de service. Ce qu'on fait aussi de plus en plus, c'est l'aide à l'implantation et à l'acquisition sur des marchés comme l'Inde. On a à ce moment-ci à peu près une quinzaine d'entreprises québécoises qui sont implantées. On a échangé beaucoup de chiffres aujourd'hui. Je ne vais pas vous mélanger là, mais disons qu'il y a une quinzaine d'entreprises québécoises qui ont une implantation assez solide en Inde. J'entends soit un bureau, un entrepôt ou une unité de fabrication, de cofabrication. Je salue la présentation du groupe Optel, qui est une de ces entreprises-là, qui a réussi avec une implantation. Félicitations, Mme Lacroix, pour votre présentation très intéressante. Alors, dépendamment des étapes et avec les experts locaux, avec les agences locales, on aide les entreprises à s'implanter en Inde. C'est quand même assez important de travailler de ce côté-là. On fait plusieurs autres choses. On aide les entreprises au niveau du cadre réglementaire, des certifications. On est une espèce de troubleshooter, c'est-à-dire on aide les entreprises à différents moments lorsqu'il y a des crises. La liste est longue. On est reconnu pour travailler évidemment en collaboration avec le gouvernement fédéral, les réseaux des bureaux des aides commissionnaires et aussi avec plusieurs autres partenaires. Mais c'est un service qui est flexible, mais qui, j'aimerais ça que vous reteniez de notre discussion que ça prend une bonne préparation, ça prend un bon plan, puis il faut faire preuve de patience sur un marché comme l'Inde. C'est l'expérience des dernières années, l'expérience basée sur à peu près 60-70 entreprises là, Investissement Québec International accompagne bon an, mal an sur un marché comme l'Inde. Alors, basé sur nos expériences, c'est vraiment ces constats-là recueillis au cours des années. On va m'arrêter ici. Merci beaucoup, Daniel. Maintenant, j'inviterai Élise Laferrière, donc d'Affaires mondiales Canada, à nous présenter un peu ce que peut faire le service des délégués commerciaux. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Merci pour les excellentes présentations. Donc, Élise Laferrière, je suis du Bureau régional du Québec et du Nunavut, qui est donc basé majoritairement ici à la place Bonaventure, mais on a également une antenne à Québec. On est en tout à peu près une trentaine de délégués commerciaux qui sont structurés sur une base sectorielle. Comme le disait tout à l'heure Mme Germain, on dessert en fait pas mal toutes les entreprises. Donc, nos critères pour que vous soyez définis comme client chez nous, c'est vraiment des entreprises qui possèdent des liens économiques importants avec le Canada, ce qui veut dire que si, par exemple, il y avait une entreprise étrangère qui avait investi de façon substantielle ici au Canada, on serait en mesure de l'aider dans son développement aussi sur les marchés à l'international pour appuyer les efforts de développement de cette usine-là ici au Québec. Ça nous prend des entreprises qui ont démontré leur capacité, leur engagement à s'internationaliser et qui ont le potentiel de contribuer à l'économie canadienne de façon significative. Donc, vous voyez que c'est quand même assez large. Nos services, évidemment, ils sont de quatre natures. Donc, on a 4 grands services de base. La préparation sur les marchés, donc les connaissances pour se préparer de façon pratique aussi pour une mise en œuvre. Là, je prenais en note les commentaires d'Optel à ce sujet-là. Les contacts clés, évidemment, la mise en relation avec des contacts clés, les débouchés,
On fait nous aussi là, de l'organisation de maillage B2B, mais aussi la participation à différentes foires commerciales. Là, je notais par exemple qu'il y en a une dans le secteur médical qui aura lieu au mois d'avril. Et évidemment, on ne le souhaite jamais, mais quand même, la résolution de problèmes de nature commerciale. Donc, ça, ce sont nos quatre grands marchés. Peut-être parler rapidement de l'Inde. On est en Inde, donc 47 délégués commerciaux dans 8 bureaux. Il y a évidemment le Haut-Commissariat à New Delhi, mais aussi les consulats généraux, je devrais dire, à Bengaluru, Chandigarh, Mumbai, et les bureaux commerciaux à Ahmedabad, Chennai, Kolkata et Hyderabad. Donc, le délégué du Québec mentionnait l'importance d'être présent non seulement sur les grandes villes, mais aussi dans des villes régionales. Donc, je pense que c'est un appui qu'on peut vous offrir de ce côté-là. Ma collègue de DC mentionnait le portail des PME canadiennes en Inde. Je pense qu'effectivement, un des éléments d'intérêt pour les entreprises sur ce portail-là, c'est la liste des fournisseurs parce que, comme le disait Optel, c'est très important d'être bien accompagné quand on fait affaire en Inde, d'avoir des personnes ressources. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut faire. Évidemment, plusieurs entreprises sont aussi intéressées par les programmes de financement qui sont offerts par Affaires mondiales Canada. Plusieurs d'entre vous auront noté que les programmes Canexport Innovation, donc pour le développement de partenariats R&D, et Canexport PME pour la diversification de marché sont maintenant réouverts pour des projets qui débouteraient à partir du 1er avril prochain. Donc, je pense que ça fait le tour de ce qu'on peut vous offrir comme service. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Je donnerai le courriel général du Bureau régional du Québec et du Nunavut qui, en quelque sorte, se veut un peu la porte d'entrée sur l'ensemble de notre réseau. Donc, merci. Merci, Élise. Et pour terminer, non des moindres, Clara Dubernard de Commerce International Québec qui va vous parler du rôle des ORPEX. Vous en avez un dans chaque région, donc des alliés importants. Merci, bonjour à tous et merci pour l'occasion de présenter Commerce International Québec, qui est le réseau des ORPEX qui est partout dans la province, qui collabore donc avec toutes les personnes qui ont présenté leurs services dernièrement. Donc, dans chaque région où que vous soyez, un ORPEX est proche de vous. Vous avez juste à entrer votre code postal de siège social sur le site ciquebec.ca et vous trouverez l'ORPEX qui est le plus proche de vous et qui dessert votre territoire. Mais pourquoi faire affaire avec un ORPEX? Dans le fond, c'est une très bonne question que vous devez vous poser. Beaucoup de personnes comme Daniel ou même Élise ont parlé d'être préparés à l'exportation et c'est là où l'ORPEX rentre en jeu. On est là pour vous accompagner dans toute votre stratégie, dans toute votre élaboration, de vous poser les bonnes questions dans votre projet d'exportation, que ce soit pour l'Inde ou pour l'Asie plus généralement. Et sachez que le réseau des ORPEX, c'est quand même 65 experts polyvalents qui ont des expertises complémentaires à travers tout ce réseau-là. Donc, on est capable de répondre à beaucoup de vos questions et aussi de vous enligner correctement afin d'éviter les mauvaises surprises dans votre développement à l'export. Parce que l'exportation, peut-être que les dernières présentations vous auront donné envie de vous lancer en Inde, par exemple. Pas compliqué, il faut juste être préparé. Une fois qu'on est bien préparé, qu'on est stratégiquement prêt, on est capable de faire affaire avec plusieurs personnes et répondre aux défis qui se mettront sur notre route dans notre développement commercial sur un nouveau marché. Donc, on est aussi capable de vous aider dans votre promesse de valeur, de réfléchir à votre proposition de valeur sur ce marché-là, parce qu'on exporte évidemment les meilleures pratiques de votre entreprise et il y a toujours une adaptation à avoir pour votre marché à l'étranger. N'oubliez pas non plus que vos fiches de vente en fonction des interlocuteurs, des objectifs, c'est tous des points qu'on est capable de vous aider à chercher les meilleures stratégies pour vous, pour votre produit ou pour votre service également à valeur ajoutée sur ce marché-là. Donc, je ne prendrai pas beaucoup plus de temps, étant donné qu'on est déjà en retard, me dit la régie. Nos conseillers sont disponibles pour vous poser des questions, vous orienter vers les bonnes personnes, aux besoins, vous orienter vers le bon financement qui vous aidera à explorer différents marchés et à aller plus loin dans votre développement. Encore une fois, trouvez votre ORPEX sur ciquebec.ca avec votre code postal et on sera très heureux de vous accompagner dans votre stratégie de développement.
Merci beaucoup, Clara, pour la clarté de ta présentation. Merci à tous d'avoir assisté à cet événement donc, consacré à l'Asie du Sud et plus particulièrement à l'Inde. On vous retrouve la semaine prochaine pour l'Asie de l'Est. Et pour ceux qui sont en réseautage, ça va débuter dans les prochaines minutes. On vous envoie un courriel de remerciement avec toutes les ressources utiles dont on a parlé durant cette conférence. Donc, au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Bonne fin de journée. Au revoir.